Nous pourrions t'envoyer en famille d'accueil, ont dit mes parents à ma fille de 7 ans pendant que j'étais à l'hôpital. Pendant que je me battais pour ma vie dans un lit d'hôpital, mes parents ont donné le chaton de ma fille de 7 ans. Ils lui ont dit, ta maman ne peut rien prendre en charge. Puis ma sœur a ajouté, sois reconnaissante de ne pas aller en famille d'accueil. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 jours plus tard, leur vie a commencé à s'effondrer. La première chose que j'ai sentie, c'est le plastique du tube à oxygène qui grattait contre mon nez. La deuxième, c'est la douleur, sourde, lourde, comme si mes os avaient été remplacés par des briques. Quelqu'un a prononcé mon nom. Michel, pouvez-vous ouvrir les yeux pour moi? Cela m'a demandé un effort, comme si je me dégageais d'un ciment humide. Un médecin s'est penché sur moi, fatigué mais calme. Vous êtes réveillé, a-t-elle dit. C'est bien. Vous êtes resté inconsciente pendant quelques jours. Quelques jours? Cela m'a frappé plus fort que la douleur. Accident de voiture, a-t-elle ajouté doucement. C'était violent, mais vous vous êtes stabilisé. Vous êtes en phase de récupération maintenant. J'ai hoché la tête, car ma tête semblait trop lourde pour faire autre chose. Je n'ai pas demandé de nouvelles de moi. J'ai posé la seule question qui comptait. Ma fille. Où est-elle? Est-ce qu'elle n'était pas dans la voiture, a dit le médecin. Elle est en sécurité. Votre famille a été prévenue. Prévenue. Un mot si clinique. Comme envoyer un email. Elle a vérifié quelque chose les yeux, les mains, comment je réagissais. Puis elle m'a dit que quelqu'un viendrait bientôt avec mes affaires et de l'eau, et m'a laissé me reposer. Dès que la porte s'est refermée, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était 3 jours. Ils ont passé 3 jours à s'inquiéter. Ma mère devait être dans tous ses états. Elle stresse pour les embouteillages. Mon père devait faire les 100 pas dans le hall de l'hôpital, harcelant les infirmières. Et ma fille? Mon Dieu, elle devait être terrifiée. Je me suis préparé à un déluge de messages, peut-être des centaines. Quand une infirmière m'a finalement apporté un petit sac en plastique avec mes affaires, j'ai attendu qu'elle sorte, puis j'ai attrapé mon téléphone. Une seule notification. Juste une. Une application de livraison de courses. Je l'ai déverrouillée. Message de maman, daté de la veille. Contente que tu sois stable? Nous viendrons te voir quand nous pourrons. Repose-toi. Repose-toi. Comme si je m'étais foulé la cheville. Rien de ma sœur, Alicia. Rien de papa. Aucun appel manqué. Aucun, appelle-moi quand tu te réveilles. Aucun, nous sommes là. Aucun, est-ce qu'elle va bien? Rien. J'ai cligné des yeux devant l'écran, convaincu que quelque chose n'allait pas avec le téléphone. Peut-être que j'étais encore sous médicaments. Peut-être que l'accident avait désaligné la réalité. J'ai appelé maman. Elle a répondu à la 3e sonnerie, avec une voix distraite. Oh, Michel, tu es réveillé. Pas de soulagement, pas de peur, pas même une fausse joie, juste oh. Comment va ma fille? Ai-je demandé. Elle va bien, a dit maman. Elle est avec nous. Et tout va bien? Nous gérons, a-t-elle répondu. Ça a été beaucoup, tu sais. Nous l'amènerons quand nous aurons le temps. Le temps. Comme si rendre visite à ta fille, celle qui a failli mourir, était quelque chose qu'on glisse entre 2 courses. Je pensais que vous viendriez, ai-je réussi à dire. Une pause. Puis, tu as besoin de te reposer. Nous te verrons bientôt. Elle a raccroché avant que je puisse dire autre chose. Je suis resté allongé là, fixant le mur, essayant de faire entrer cette conversation dans le monde que je pensais habiter. Ça ne collait pas. Le lendemain, j'ai rappelé. Et encore, le même ton. Froid. Occupé. Indifférent. Chaque conversation donnait l'impression que j'interrompais quelque chose de plus important. La lessive, peut-être. Ou une émission. Chaque fois que je demandais des nouvelles de ma fille, les réponses étaient brèves. Elle va bien. Elle est avec nous. C'est une poignée. Nous faisons de notre mieux. Ils ne l'ont jamais amenée. Au 3e jour de conscience,
le médecin a dit que j'étais assez stable pour continuer ma récupération à la maison. Maman et papa n'ont pas proposé de venir me chercher. Alicia n'a pas envoyé de texto. Ma fille n'est pas apparue. Oli est venu. Ma meilleure amie, armée d'un sac rempli de snacks et de vêtements propres. Tu as une mine affreuse, a-t-elle dit doucement. Tant mieux. J'aurais détesté être trop bien habillé. Ai-je marmonné. Elle a signé les papiers, pris mes affaires et m'a pratiquement tenu debout pendant que nous marchions. Nous allons la récupérer, n'est-ce pas? A demandé Oli une fois dans la voiture. Oh, absolument, ai-je dit. Je n'attendrai pas une minute de plus. La maison de mes parents avait exactement la même apparence que d'habitude. Pelouse bien entretenue, grenouille en céramique près du porche, store incliné selon l'angle précis que maman jurait empêcher les dommages du soleil. Mais quelque chose s'est effondré dès que nous sommes entrés. Ma fille se tenait dans le couloir, petite et raide, comme si elle essayait de ne pas prendre de place. Quand elle m'a vu, elle s'est élancée et a enfoui son visage dans ma poitrine. Elle n'a pas simplement pleuré. Elle a tremblé. Je l'ai serrée fort. Maman se tenait derrière elle, les mains jointes comme à un enterrement. Eh bien, a-t-elle dit, contente que tu sois debout. Ça a été épuisant. Alicia, assise sur le canapé, faisait défiler son téléphone et a ricané. Tu n'as pas idée. Je les ai ignorés. Ma fille s'accrochait à moi, refusant de me lâcher même une seconde. Pendant que nous rassemblions ses affaires, j'ai demandé doucement, où est le chaton, ma chérie? Est-ce qu'ils en ont pris soin? Elle s'est figée. Complètement figée. C'est bon, a-t-elle dit d'une toute petite voix. Ils m'ont gardé. C'est ce qui compte. Gardé? Avant que je puisse poser plus de questions, elle m'a serré plus fort, désespérée que je ne poursuive pas. Nous sommes partis. De retour à la maison, Oli a fait du thé pendant que j'installais ma fille sur le canapé avec des couvertures et son animal en peluche préféré. Tout ce qu'elle faisait, c'était tenir ma main comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. Puis, sans prévenir, elle a murmuré, « Je suis contente d'être à la maison et pas en famille d'accueil. » L'air a quitté mes poumons. Quoi? Ai-je demandé doucement. Pourquoi dis-tu ça? Ils ont dit. Sa voix s'est brisée. Ils ont dit que si tu ne te réveillais pas, je devrais peut-être aller ailleurs, parce que je suis difficile, et qu'ils n'ont pas de place pour moi. J'ai senti quelque chose de froid remonter le long de ma colonne vertébrale. Et le chaton? Ai-je murmuré. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Ils l'ont donné. À un refuge. Ils ont dit que si tu ne peux pas t'occuper d'un chaton, je ne devrais pas en avoir un. Je n'ai pas voulu qu'ils le fassent. J'ai pleuré. Ils ont dit que pleurer empirait les choses. Je l'ai attirée dans mes bras. Quand elle s'est enfin endormie, blottie contre moi comme si elle avait retenu son souffle pendant des jours. J'ai ouvert mon application bancaire et vérifié le compte d'urgence. Celui destiné aux crises médicales, à la garde d'enfants, à la nourriture. 3 nouvelles transactions m'ont frappé comme une gifle. 310 $ à Ethereal Despa, 520 $ à Belenoir Boutique. Un magasin si cher qu'il n'affiche même pas les prix. 890 $ à Ocean Crest Hotel. Un complexe hôtelier en bord de mer à 2 villes d'ici. Tout cela débité pendant que j'étais inconsciente. J'ai fixé l'écran et senti quelque chose de froid s'installer derrière mes côtes. Je les ai appelés. Maman a répondu immédiatement, avec une voix agacée. Michel? Nous sommes un peu occupés là. Ouais, ai-je dit. J'ai remarqué. Ethereal Despa. Bella Noire. Et un hôtel en bord de mer? Une petite pause. Eh bien, a dit maman. Ça a été une semaine stressante. Nous avions besoin d'une pause. J'ai laissé échapper un rire silencieux. Le genre sec et sans humour qui pourrait poncer du bois. Vous avez utilisé mon fonds d'urgence pour aller vous faire masser. Maman a soufflé. C'était une urgence. Tu étais dans le coma. Alicia est intervenue. Franchement, Michel, tu agis comme si nous l'avions utilisé pour des bêtises. C'est vrai, ai-je dit. Parce qu'un complexe hôtelier en bord de mer fait partie intégrante de la gestion de crise.
Papa a soupiré en arrière-plan. Son soupir classique, je n'aime pas le ton de cette conversation. Tu devrais être reconnaissante, a-t-il dit. Nous avons pris le relais. Nous nous sommes occupés de ta fille pendant que tu ne pouvais pas. J'ai avalé difficilement. Vous avez dit à ma fille qu'elle pourrait aller en famille d'accueil. Silence. Puis Alicia a dit, elle prend les choses trop au pied de la lettre. Et vous avez donné son chaton, ai-je ajouté, la voix basse. Maman a reniflé. Nous n'avions pas de place pour un animal. Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous fassions tout. Voilà. Pas crier. Pas dramatique. Juste la vérité tranquille de qui ils étaient exactement, et qui ils avaient toujours été. Je vois, ai-je dit doucement. Et ce fut tout. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai raccroché. Et très bientôt, ils ont regretté tout. Les gens disent toujours que l'enfance nous façonne. Si c'est vrai, alors la mienne m'a façonné comme un morceau de métal laissé sous la pluie. Lentement, silencieusement, sans que personne ne remarque la corrosion jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sur le papier, mon enfance semblait normale. 2 parents, une sœur, des déjeuners à l'école, des fêtes d'anniversaire, des photos de Noël avec des pulls assortis. Rien de dramatique. Rien que quelqu'un pointerait du doigt en disant « Ah oui, un traumatisme ». Mais voici la chose. Parfois, le pire est ce que personne d'autre ne voit. Alicia était la favorite. Pas officiellement. Maman et papa auraient juré sur leur vie qu'ils nous traitaient de la même façon. Mais le favoritisme ne vient pas toujours avec des panneaux lumineux. Parfois, c'est juste dans la façon dont ils rient un peu plus fort aux blagues d'un enfant, ou dont leurs yeux s'illuminent davantage quand un enfant entre dans la pièce. Alicia était leur mini-moi. Les mêmes hobbies, les mêmes goûts, la même vision du monde, la même personnalité. Si maman aimait la poterie, Alicia aimait la poterie. Si papa s'était mis à la randonnée, Alicia avait soudain besoin de chaussures de randonnée. Pendant ce temps, moi, j'aimais des choses différentes. Les livres. Les idées. Créer. Construire. Apparemment, c'était suspect. La première fois que j'ai mentionné vouloir lancer une petite entreprise en grandissant, j'avais 12 ans. Papa a ri comme si je venais de raconter la blague la plus drôle du monde. Michel, ma chérie, tu es une rêveuse. Fais quelque chose de simple dans ta vie. Quelque chose de pratique. Un vrai travail. Cela est devenu son refrain préféré. Sois pratique. Traduction, sois moins comme toi-même. Je n'ai pas riposté. Pas à l'époque. Au lieu de cela, j'ai appris à garder mes idées pour moi. Ou du moins la plupart. Certaines s'échappaient quand même. Comme la fois où j'ai suggéré une petite idée de produit qui m'était venue à l'esprit. Un insert de sac de voyage pliable et étanche. Une chose simple. Rien de révolutionnaire, juste assez pratique pour que les gens puissent en vouloir. Papa m'a regardé comme les gens regardent un enfant de 2 ans qui explique la physique quantique. Alicia a ri et a dit, tu continues à courir après ces petites inventions? Grandi, Michel. Mais j'ai continué à bricoler quand même. J'ai fait des prototypes dans mon salon. J'ai regardé des tutoriels. J'ai échoué. Beaucoup. Et puis je n'ai plus échoué. Une petite influenceuse a posté une vidéo utilisant l'un de mes inserts. Les commandes ont explosé du jour au lendemain. À la fin du mois, je ne cousais plus de tissu à la main sur mon canapé. Je négociais avec des fabricants. À la fin de l'année, j'avais un vrai magasin, puis 2, puis 8. Soudain, mes petites idées n'étaient plus ridicules. Et ma famille, qui avait levé les yeux au ciel à chaque tentative, a soudain découvert à quel point elle aimait être associée à une entrepreneuse à succès. Quand j'ai remboursé les dettes de maman et papa, ils ont pleuré. Quand je les ai mis à la retraite plus tôt, ils ont dit que j'étais une bénédiction. Quand Alicia a laissé entendre qu'elle voulait une vie plus confortable, je lui ai acheté des choses qu'elle n'aurait jamais pu se permettre. Cela me faisait du bien à l'époque. Cela semblait juste. Comme si la réussite signifiait partager. Et j'ai partagé. Beaucoup. Je ne comptais pas chaque euro, mais avec le recul, j'aurais dû, parce que maintenant je sais que, il le faisait. Puis est venu le diagnostic.
L'une de ces conversations médicales vagues mais terrifiantes qui se termine par « Si vous voulez un enfant, c'est maintenant, pas dans quelques années ». J'étais célibataire. Mais je savais exactement ce que je voulais. Un bébé. Une famille à moi. Une vie à nourrir, protéger et aimer de tout mon cœur. Mes parents ont détesté cette décision. Pourquoi choisirais-tu d'être mère célibataire? Tu vas tout gâcher ce que tu as construit. Tu commences enfin à réussir, et maintenant tu jettes tout. Et la famille? Nous dépendons de toi. Alicia a été pire. Eh bien, bravo d'avoir détruit ton entreprise, Michel. J'espère que l'enfant en vaut la peine. Elle en valait la peine. Elle valait tout. Dès l'instant où j'ai vu l'échographie, j'ai senti quelque chose se mettre en place. Quelque chose d'ancré, de féroce, de solide. Quand elle est née, le reste du monde s'est brouillé. Il n'y avait plus que moi et elle. Bien sûr, la maternité signifiait que je ne pouvais plus financer ma famille comme avant. Je les aidais encore, plus que je n'aurais dû, mais pas au niveau qui finançait les abonnements au spa et les vacances d'urgence. Ils ne l'ont pas bien pris. Chaque fois que je disais non, la température baissait. Maman, tu étais si généreuse avant. Papa, tu es plus serré avec l'argent depuis que tu as eu cet enfant. Alicia, tout a changé quand elle est arrivée. Comme si c'était un défaut. Quand j'ai offert un chaton à ma fille, son premier vrai animal de compagnie, son premier petit morceau de réconfort. Les critiques ont commencé immédiatement. Tu vas te stresser. Tu n'as pas besoin de plus de responsabilités. Tu devrais te concentrer sur ton entreprise. Nous avions un si bon style de vie quand tu étais intelligente avec l'argent. Bon style de vie. Intelligente avec l'argent. Ces phrases n'ont de sens que quand quelqu'un te voit comme une banque et non comme une fille. Pourtant je ne le voyais pas complètement. Le mot famille d'accueil. Pas avant de réaliser qu'ils avaient donné son chaton, la seule lumière qu'elle avait. Pendant que j'étais inconsciente. Pas avant que chaque pièce du puzzle de mon enfance s'aligne soudainement et forme un schéma que j'avais refusé de regarder pendant des années. Il ne détestait pas le chaton. Il détestait ma fille. Parce qu'elle changeait la destination de mon argent. Il ne s'inquiétait pas pour moi à l'hôpital. Il s'inquiétait de ce que mon absence signifiait pour eux. Il ne m'aidait pas par amour. Il m'aidait parce que ma réussite rendait leur vie confortable. Et quand j'ai arrêté de pourvoir à leurs besoins, ils n'ont pas pris le relais, ils ne s'en sont pas souciés, ils n'ont même pas fait semblant. C'est là que j'ai enfin vu la vérité. J'avais construit leur monde entier, et maintenant j'étais sur le point de le reprendre parce que tout ce qu'ils avaient tenu pour acquis était sur le point de s'effondrer, et c'était moi qui tirais la première brique. Je me suis réveillé le lendemain matin avec l'impression que mes os avaient été mal recollés. Oli m'a forcé à manger quelque chose qui avait le goût de la tristesse et du bouillon réchauffé, puis s'est assise à côté de moi pendant que j'ouvrais enfin mon ordinateur portable. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit. Mais faisons semblant. » Lucas Parr, mon conseiller financier, a rejoint via appel vidéo. Enjoué à la manière d'un comptable bien payé. Angela Whitfield, mon avocate, a rejoint peu après. Tous les deux avaient l'air sur le point de pratiquer une autopsie sur ma vie. Angela est allée droit au but. Tu as dit que tu voulais couper tout soutien financier. Nous devons savoir exactement ce que tes parents et Alicia utilisent. Tout, ai-je dit en me frottant le visage. Retirez tout. Eh bien, a dit Lucas en feuilletant un PDF. Nous ne pouvons pas retirer ce que nous ne contrôlons pas, alors passons en revue ce qui est réellement à ton nom. Il a partagé son écran. Et c'est là que le monde a basculé. Le premier document était l'appartement où vivaient mes parents, celui que je leur avais donné il y a des années. Il indiquait, propriétaire, Michel Donovan. J'ai cligné des yeux. Ah oui, je suppose que je l'ai gardé à mon nom. Oli a haussé un sourcil. Tu supposes? J'ai haussé faiblement les épaules. Ça économisait beaucoup sur les droits de donation, et je ne prévoyais pas de le reprendre, donc je ne pensais pas que ça importait. Maman ne lit jamais les contrats de toute façon. Elle pense que les conditions générales sont une conspiration. Angela a hoché la tête. Et le SUV qu'ils utilisent? À moi, ai-je dit. Assurance, titre, tout.
Et le chalet qu'ils vendent sur Facebook? Ce bail est au nom de mon entreprise, ai-je admis. Ils pensent que c'est leur chalet. Ce n'est pas le cas. Lucas a fait défiler leur adhésion au club aussi. Elle est liée à ton compte de dépenses professionnelles. Oli a laissé échapper un sifflement lent. Waouh. Ils sont sur le point d'apprendre à quel point ta générosité faisait le gros du travail. Plutôt comme du maintien en vie, ai-je marmonné. L'hypocrisie n'était pas dans les documents. Elle était dans le creux de mon estomac, qui s'enfonçait lentement alors que je réalisais. Ils avaient construit leur style de vie entier sur des choses que je possédais et qu'ils assumaient être à eux. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, je n'allais plus les laisser faire. Révoquer l'accès, ai-je dit. Tout. Changer les serrures, les mots de passe, les cartes. Tout ce que vous devez faire. Lucas a hoché la tête. C'est fait. Angela a ajouté, je vais rédiger l'avis d'expulsion aujourd'hui. Ils auront 30 jours. Ça ne semblait pas victorieux. Ça semblait nécessaire. Après que Lucas et Angela aient quitté l'appel vidéo, je suis resté assise un moment à fixer l'ordinateur fermé. Puis ma fille est passée, traînant sa couverture, un jouet de chaton coincé sous son bras. C'est vrai. La riposte était nécessaire. Mais ce n'était pas la priorité. Le chaton l'était. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à appeler les refuges. Les 5 premiers ont été une série de fins polies. Le 6e m'a donné quelque chose de concret. Oui, nous avons reçu un chaton correspondant à cette description, a dit la femme. Mais il a déjà été apparié à un adoptant. Et non. Nous ne pouvons pas annuler une remise. Mes parents l'ont remis sans mon consentement, ai-je dit. J'étais à l'hôpital. Nous entendons souvent cela, a-t-elle répondu platement. Le chaton appartient désormais légalement au refuge. L'adoptant vient le chercher plus tard aujourd'hui. Donc je ne peux rien faire? Nous ne ferons rien, a-t-elle corrigé. Je suis désolé. Moi non. J'étais furieuse. J'ai raccroché, pris mes clés et dit à Oli, surveille-la. Je dois régler quelque chose. Elle n'a pas demandé quoi. Elle a simplement hoché la tête comme si elle comprenait exactement à quel point je me sentais dangereuse. Le refuge était un petit bâtiment en briques coincé entre des entrepôts. À l'intérieur, tout sentait l'eau de javel, les bols en acier et la résignation. La femme à l'accueil a levé les yeux. Je peux vous aider? Vous m'avez parlé au téléphone, ai-je dit. Je suis là pour le chaton. Ses sourcils se sont légèrement soulevés, pas gentiment. Vous pouvez me dire tout ce que vous n'avez pas pu dire. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de l'accident. Des 3 jours d'inconscience. De ma fille qui tremblait dans mes bras. De la menace de famille d'accueil. Du chaton pris en punition. Des dommages qu'ils avaient causés en moins d'une semaine. Je n'ai pas haussé la voix. Parfois le calme est plus fort. Elle s'est frottée l'arête du nez. Écoutez. Je comprends, vraiment. Mais les remises sont définitives. Nous ne pouvons pas laisser les gens reprendre des animaux parce qu'ils regrettent plus tard. Ce n'est pas du regret, ai-je dit. C'est l'animal de soutien émotionnel de ma fille, et quelqu'un l'a volé. Elle a grimacé. Pas de sympathie. Juste une réaction au mot « voler ». Je me suis penché. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Elle a hésité. Puis, je vais demander au superviseur. Sans promesse. Elle m'a laissé debout dans le hall, tordant la poignée de mon sac comme si c'était une bouée de sauvetage. Quand elle est revenue, elle tenait une cage de transport. Je ne devrais pas faire ça, a-t-elle dit. Mais l'adoptant a accepté de la laisser partir. Ils ont entendu l'histoire. J'ai avalé difficilement. Merci. Elle m'a tendu la cage comme si elle était fragile. Prenez bien soin d'elle, a-t-elle dit. Je le ferai, ai-je murmuré. Quand j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et vu ce petit visage confus, plein d'espoir, quelque chose en moi s'est ouvert. J'ai roulé plus vite que je n'aurais dû jusqu'à la maison. Ma fille était assise sur le canapé, les genoux remontés contre sa poitrine. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Quand j'ai posé la cage devant elle, elle s'est figée.
Puis elle l'a ouverte avec des mains tremblantes. Maman, a-t-elle murmuré. Le chaton est grimpé sur ses genoux comme si rien ne s'était jamais mal passé. Elle a enfoui son visage dans sa fourrure et a sangloté, le soulagement sortant d'elle en vagues silencieuses. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai passé un bras autour d'elle deux. Pour la première fois depuis des jours, elle n'était pas tendue. Elle était juste une enfant tenant son chaton. Le lendemain après-midi, les emails sont arrivés. Accès révoqué. Avis d'expulsion délivré. Licenciement d'Alicia envoyé. Ça ne semblait pas triomphant. Ça ressemblait à de l'oxygène. Une journée s'est passée calmement. Ma fille suivait le chaton partout. Holly gardait la maison chaude. J'attendais la tempête. Elle est arrivée ce soir-là. Mon téléphone s'est allumé avec 9 appels manqués. Maman, papa, Alicia, numéro bloqué, nouveau numéro. Quand j'ai enfin répondu une fois, les 3 voix ont explosé en même temps. Michel, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as licencié? Tu nous expulses? Nous avons tout sacrifié. J'ai attendu qu'il soit à court de souffle. Vous avez menacé ma fille avec la famille d'accueil, ai-je dit. Vous avez donné son chaton. Vous avez dépensé mon fonds d'urgence en vacances. Et vous espérez de la gratitude? Silence. Puis maman a essayé, la voix brisée. Nous sommes ta famille? Non, ai-je dit. Ma fille est ma famille. Vous avez fait vos choix. Maintenant vivez avec. Et j'ai raccroché. Leur effondrement avait commencé. Pendant presque une semaine, tout était calme. Trop calme. Aucun appel. Aucun email. Aucun coup à ma porte. Juste ma fille, son chaton, et Holly qui s'assurait que je mange autre chose que de l'adrénaline. Je pensais que c'était peut-être tout. Peut-être que les coupés étaient suffisants. Peut-être que nous pouvions enfin respirer. Puis mon téléphone a sonné. Pas un numéro bloqué. Pas l'un des leurs. Kira Nolan. Ma publiciste d'entreprise. Elle n'appelait que quand quelque chose allait très mal. Quand j'ai décroché, elle n'a pas pris la peine de dire bonjour. Michel, a-t-elle dit d'une voix tendue. Tu es seul? Mon estomac s'est serré. Oui. Pourquoi? Tu dois voir quelque chose. Sa voix s'est brisée, une première pour elle. Tes parents ont parlé à un journaliste. Une lourdeur froide s'est installée dans ma poitrine. À quel point c'est grave. Une pause. Et puis, grave. J'ai ouvert mon ordinateur pendant qu'elle parlait, et c'était là. Mon visage. Mon nom. Mon entreprise. Tout enveloppé dans un titre affirmant que j'avais abandonné mes parents âgés et laissé ma sœur reconnaissante s'occuper de mon enfant. Pas un seul mot sur l'accident. Pas un seul mot sur la menace de famille d'accueil. Pas un seul mot sur le chaton qu'ils avaient jeté comme une poubelle. Juste des mensonges. Des mensonges polis en un opéra de pitié. Kira a expiré. Michel, ça explose. Nous devons répondre maintenant. Je sais, ai-je dit. Où est Angela? Sur une autre ligne, elle prépare des déclarations. J'ai fermé les yeux. L'ironie terrible m'a frappé. Ils n'ont pas pu m'appeler de l'hôpital quand j'ai failli mourir. Mais ils ont pu appeler un journaliste. Quelques minutes plus tard, Angela Whitfield, mon avocate, était aussi au téléphone. Cela relève de la diffamation, a-t-elle dit. Nous déposons aujourd'hui. Et la réponse publique? Ai-je demandé. Déjà en train de rédiger, a dit Kira. Et Michel? Nous incluons les reçus. Ils ont fait plus que les inclure. Ils ont tout additionné. Ils ont fait plus que les inclure. Ils ont tout additionné. L'appartement de luxe où mes parents vivaient gratuitement depuis 9 ans. Le SUV qu'Alicia traitait comme son droit de naissance. Les 12 000 $ d'adhésion au club lié à ma carte professionnelle. Les voyages familiaux que j'avais payés. 4 500 $ ici, 6 200 $ là. Les vacances, les surclassements, les urgences qui impliquaient toujours étrangement des restaurants ou du shopping. Au moment où Kira a fini d'additionner les chiffres, le total s'élevait à 874 000 $.
Je l'ai fixée, stupéfaite. Je ne réalisais pas que c'était autant. Tu ne l'as pas suivi, a dit Angela doucement. Mais nous, si. Et puis elle a déposé 3 poursuites. Une pour diffamation contre la publication. 2, pour diffamation contre mes parents et Alicia. 3, pour utilisation non autorisée de fonds en vidant mon compte d'urgence pendant que j'étais hospitalisé. Pas de théâtre. Pas de cris. Juste de la paperasse assez tranchante pour couper des artères. Kira a publié notre déclaration publiquement, accompagnée de dates, de reçus et de suffisamment de documents pour faire pleurer un comptable judiciaire. Ce n'était pas émotionnel. Juste factuel. Et la vérité a frappé plus fort que n'importe quelle diatribe. Le reste de la journée, rien ne s'est passé. Ma fille jouait sur le tapis du salon, le chaton tapant dans ses lacets, Oli réchauffait les restes et continuait à me lancer des regards, « Est-ce que tu vas vraiment bien ?» Et pendant un moment, un tout petit moment, la vie semblait presque normale. Puis les retombées ont commencé. Mon téléphone s'est allumé avec des numéros inconnus, puis de nouveaux numéros, puis des numéros bloqués, puis des textos de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai ignoré chacun d'entre eux. En début de soirée, un appel a réussi à passer. Un numéro non listé. J'ai répondu. Les 3 voix ont explosé en même temps. Michel, s'il te plaît. Ils nous poursuivent. L'argent de l'article. Ils veulent le récupérer. Nous ne pouvons pas nous payer d'avocat. Nous sommes expulsés. Ça nous ruine. J'ai laissé leur spirale continuer jusqu'à ce qu'ils soient à court d'oxygène. Puis maman a dit, la voix tremblante, nous ne savions pas que tout était à ton nom. Nous pensions que c'était à nous. J'ai ri une fois, sec et tranchant. Oui, c'était le problème. Alicia a claqué, tu aurais dû nous le dire. Vous auriez dû lire, ai-je dit. Papa a essayé la carte de la sympathie. Nous nous sommes occupés de ta fille pendant que tu étais à l'hôpital. Pendant 6 jours, ai-je coupé, et vous l'avez menacé de famille d'accueil. Silence. Lourd. Gêné. Pas repentant. Juste pris sur le fait. Vous avez jeté son chaton dans un refuge, ai-je ajouté, puis dépensé mon fonds d'urgence en spa et en complexe hôtelier. La voix de maman s'est brisée. Nous sommes désespérés, Michel. Nous n'avons pas l'argent pour arranger ça. S'il te plaît, annule les poursuites. J'ai fermé les yeux. Je vous ai donné presque 900 000 €, ai-je dit doucement. Et vous m'avez remboursé en terrifiant mon enfant. Un temps. Un souffle. Alicia a essayé à nouveau. Donne-nous juste une chance de plus. Quelque chose en moi s'est stabilisé. Calme. Définitif. Je vous ai donné toute une vie. J'ai raccroché. Je suis retourné dans le salon, où ma fille était blottie sur le canapé, le chaton endormi sur ses genoux, en sécurité d'une façon qu'elle n'avait pas connue depuis des jours. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai réalisé que je ne me préparais plus à l'impact. La tempête était passée. Nous allions bien. 6 mois plus tard, le silence dans ma vie ressemble à de l'oxygène. Ma fille dort à nouveau toute la nuit. Le chaton a doublé de taille et la suit comme une petite ombre. Et sans le goutte-à-goutte constant des critiques de ma famille dans ses oreilles, elle est plus légère, plus lumineuse. Elle-même. Je ne réalisais pas à quel point leur négativité prenait de place jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Mes finances ont aussi changé. Il s'avère que ne pas financer le style de vie de 3 adultes fait une différence notable. J'ai réellement des économies maintenant, pas seulement des reçus. Quant à eux, la chute a été brutale. Perdre l'appartement, la voiture, l'adhésion au club, toutes les petites luxes qu'ils traitaient comme des droits. Ils ont fini dans un petit logement locatif à 2 villes d'ici, jonglant avec les créanciers et les emplois temporaires. Leur ancien cercle social s'est évaporé dès que l'argent a disparu. C'est drôle comme la loyauté fonctionne comme ça. Et la paix qui a suivi? Elle vaut plus que tout ce que je leur ai jamais donné. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin? Ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus.